Bonjour à tous, déjà merci à tout le monde. Il y a du monde, les gens continuent à rentrer, hein. Déjà un peu plus autour de 160 personnes à l'heure actuelle. Bon, je vais faire rapide. Derrière le but de cette visio est bien de donner une vue scientifique de tous les événements qu'on peut avoir sur la DNC. Hein. Bien évidemment, nous les GDS, notre boulot, c'est sanitaire au quotidien. Euh, on est apolitique, on n'est pas rattaché, on représente pas les syndicats, on représente bien les éleveurs, tous les éleveurs. On est fort de notre niveau d'adhésion, qui est à 96-97% suivant les départements. Donc derrière, on peut vraiment dire qu'on représente les éleveurs. Là-dessus, je remercie aussi tous les partenaires qui sont bien présents, vétérinaires, labos, l'administration. Hein. Derrière, ce sera Christelle Gache, directrice de GDS France, vétérinaire de son métier, qui vous expliquera un petit peu le déroulé et l'approche qu'on peut en faire. Mais avant de passer la parole à Christelle, je vais laisser Monsieur Desmet euh, dire un petit mot pour la région de France, notamment la DRAF. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez. On vous entend. Bon, eh ben, c'est tout fait. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je tiens d'abord à préciser, bon, cette date, bien évidemment, n'est pas neutre. Je vois que la participation continue à augmenter. On doit être à peu près 200 participants là, autour de cette visio. Elle n'est pas neutre, mais je pense qu'elle était quand même nécessaire. L'objectif était de pouvoir donner une réponse très rapide, la plus objective, la plus scientifique, vous l'avez dit, Monsieur Le Cerf, et peut-être aussi une réponse réglementaire, parce qu'il y a un aspect réglementaire, on y reviendra peut-être dans le cours de cette visio, autour de la question de la DNC. C'est pour ça que je salue vraiment l'initiative de la FRGDS d'avoir pris l'initiative de ce webinaire très rapidement en réaction aux dernières annonces sur la dermatose nodulaire contagieuse et les derniers foyers dans la chaîne pyrénéenne. Et le préfet de région a souhaité que les membres du CROPSAV soient associés à cet webinaire. Et je remercie là aussi le président de la FRGDS d'avoir accepté cet élargissement. C'est un élargissement, mais qui prend forcément une forme particulière, vous l'aurez compris. On n'est pas dans une configuration habituelle du CROPSAV, c'est une formation beaucoup plus élargie, mais encore une fois, conduite par la nécessité de diffuser très rapidement une information objective sur le terrain. L'intérêt majeur, il est vraiment partout. Et je tiens aussi à saluer les personnels de l'enseignement agricole qui se sont connectés cet après-midi. Nous venons encore de recevoir un message de la ministre de l'Agriculture qui sensibilise les établissements afin que nous puissions également assurer une pédagogie auprès des plus jeunes, de façon à ce que là aussi les messages objectifs puissent être diffusés dans les établissements. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'on a des choses importantes à se dire, mais en tout cas, renouveler au nom du préfet de région tous mes remerciements à l'ensemble des équipes des GDS des Hauts-de-France pour l'organisation de ce webinaire et bien sûr remercier tous les participants pour l'intérêt que vous portez à cette séquence malgré, encore une fois, la date dont nous savons bien qu'elle contient pas mal de contraintes. Merci. Merci, Monsieur Desmet. Euh, vous l'avez bien souligné, hein, c'est quelque part, tout a été élargi au maximum d'intervenants, notamment au niveau du CROPSAV régional, où les partenaires peuvent y être. Euh, donc, euh, je vais laisser la parole à Christelle Gache
Christelle, si tu veux lancer ta présentation, on te remercie. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On entend. Bon, bah parfait. Bonjour à tous, merci aux acteurs au GDS des Hauts-de-France pour cette invitation. Moi, je suis Christelle Gache, je suis la directrice de GDS France. GDS France, c'est la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, départementaux et régionaux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous les éléments scientifiques autour de cette maladie pour que finalement vous ayez l'ensemble des éléments pour mieux comprendre cette maladie qui est complexe d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue sociétal, et qu'on puisse répondre aux principales interrogations. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les principes généraux, les généralités liées à cette maladie, un point sur la situation épidémiologique en France et en Europe, les mesures de gestion qui sont mises en place, et puis ensuite on pourra prendre le temps pour les interrogations et les questions qui seront soulevées dans le chat. Donc si ça vous convient, on va commencer par finalement quelque chose de très général sur cette maladie. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une maladie strictement animale. C'est-à-dire que les êtres humains, les hommes, les femmes ne peuvent pas être atteints de cette maladie, ni en consommant des produits d'origine animale, ni par piqûre d'insectes. Donc c'est vraiment une maladie strictement animale. Au niveau des espèces touchées par ce virus, ce sont principalement les bovins, les buffles et les zébus. Donc dans notre cas de territoire français, bien sûr, ça va être très largement les bovins qui vont être concernés. Et après, bien sûr, la question qui se pose, c'est finalement combien d'animaux sont malades dans un cheptel atteint, combien d'animaux vont mourir. Alors, les données qui sont affichées sur cette diapositive, vous allez le voir, elles sont assez larges, tout simplement parce que pour vous donner ces informations-là, on se base sur des éléments de référence bibliographique qui varient d'un pays à un autre. Et surtout, l'atteinte des animaux va varier selon si le virus est présent depuis de nombreuses années, on parle dans ces cas-là d'enzootie, selon les typologies d'élevage, selon la génétique des animaux, des bovins, etc. Donc c'est vrai qu'on a des valeurs qui s'étalent entre 10 et 20% jusqu'à 45% d'animaux malades dans un lot d'animaux lorsque le virus est introduit, et puis une mortalité qui, selon les études, va varier entre 1 et 10%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on se focalise souvent sur ce taux de mortalité. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette mortalité, je vais y revenir après, c'est vraiment le sommet émergé de l'iceberg. Les autres animaux du troupeau peuvent garder des séquelles et être finalement improductifs, mais je vais y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au niveau de la réglementation européenne, il y a quelques années, il y a eu une expertise qui a été menée pour finalement catégoriser les maladies selon leur gravité. Et selon leur gravité, définir les moyens et les méthodes de lutte. Pour la dermatose nodulaire contagieuse, qu'on appelle DNC, cette maladie, suite à cette expertise-là qui a duré plusieurs années par des scientifiques, cette maladie a été catégorisée dans la catégorie la plus forte, ce qu'on appelle la catégorie A, ce qui signifie qu'en cas d'apparition de la maladie sur le territoire européen, quel que soit le pays, l'État membre, le pays, doit mettre en place des mesures en vue de son éradication immédiate. Donc, les mesures qui sont mises en place en France, ce n'est pas parce que la maladie est réglementée, il faut le voir d'une autre façon, la maladie est réglementée parce qu'elle est grave. Au niveau des signes cliniques, quand la maladie est présente dans un élevage, on va avoir une première phase qui est finalement assez classique pour une maladie virale, avec des animaux qui vont être abattus, qui vont avoir de la fièvre, pour les animaux en production laitière qui peuvent avoir une chute de production laitière. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et c'est ce qui rend un petit peu cette maladie sournoise, c'est que la durée d'incubation est très variable d'un animal à l'autre, mais elle peut aller de 4 à 28 jours. Même 35 jours dans certains cas. Donc, vous voyez, c'est une durée d'incubation qui est très longue, c'est-à-dire entre le moment où l'animal est en contact avec le virus et le moment où il va présenter des signes cliniques.
À l'issue de cette phase finalement d'abattement, de fièvre, certains bovins vont présenter des nodules qui sont des bosses sur la peau de l'animal et qui vont être très douloureux pour les animaux concernés. Si on laisse un petit peu la maladie évoluer, on va avoir ensuite un certain nombre de nodules qui seront aussi présents finalement à l'intérieur de l'organisme du bovin et qui vont perturber son alimentation et sa production. Sans mesure de gestion, l'évolution pour ces animaux, c'est soit la mort, soit pour les animaux qui survivent, des conditions de vie qui ne vont pas être très agréables et des séquelles qui sont soulevées dans la littérature avec des problèmes de reproduction, des animaux qui maigrissent, qui vont bien sûr moins produire à la fois du lait, de la viande, et puis des cuirs, bien sûr, qui sont inutilisables du fait des cicatrices laissées par les nodules. Cette maladie, elle a finalement deux voies de diffusion. La voie naturelle est celle principalement par des insectes qui vont se nourrir du sang des animaux, qui sont les mouches piqueuses qu'on appelle stomox et les tains. On peut aussi avoir une contamination, on va dire, naturelle par contact direct entre deux animaux, par exemple, qui partageraient le même abreuvoir, parce qu'on a aussi du virus dans la salive. Mais la voie majoritaire de contamination de façon naturelle, elle est plutôt par ces vecteurs hématophages, qui se nourrissent de sang des animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces insectes-là sont assez lourds, et donc ils sont assez sédentaires, c'est-à-dire que tant qu'ils trouvent de la nourriture, donc du sang des animaux, eh bien, ils vont plutôt rester sur place, donc se nourrir à l'intérieur de l'élevage ou éventuellement aller contaminer le voisin d'à côté quand ils sont un petit peu dérangés dans leur prise de nourriture. Donc c'est une diffusion qui va être autour de 5 km de façon naturelle autour d'un élevage qui est foyer. Sachant ce sont des insectes assez lourds, ils vont pas être transmis, ils vont pas être diffusés par le vent. C'est assez rare, contrairement aux moucherons, par exemple, les culicoïdes qui peuvent être responsables d'autres maladies, dont vous avez probablement également entendu parler, la FCO, la MHE. Là, ces insectes-là, sont lourds, sédentaires, donc ils restent plutôt dans un périmètre assez restreint. Sur des longues distances, quand on a des contaminations sur plusieurs centaines de kilomètres, cette contamination est liée à l'activité humaine et notamment au transport d'animaux infectés. Alors, soit parce que les animaux sont en période d'incubation et qu'on détecte un petit peu tard la maladie et que de bonne foi, des éleveurs ont pu faire des mouvements sans savoir finalement que la maladie était présente, et puis des mouvements illicites interdits qui ont pu se produire par des éleveurs ou par des opérateurs commerciaux. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur des longues distances, c'est l'activité humaine et notamment et les mouvements de bovins infectés qui ont propagé la maladie. Donc là, je vous ai illustré finalement ce que je viens de dire. Une diffusion en intra-élevage par les vecteurs, donc les stomox, principalement dans les bâtiments d'élevage. L'élevage voisin, s'il est proche, dans un rayon de 5 km également. Et puis, sur de plus longues distances, par le transport d'animaux infectés. Il faut savoir qu'en moyenne, sans mesure de gestion, un bovin infecté va en contaminer 16 autres en moyenne, que ce soit dans le même lot d'animaux ou dans le lot voisin. Et que quand on est situé à moins de 4,5 km, on a, encore une fois, sans mesure de gestion, on a 95% de chances de voir introduire le virus si on est à moins de 4 km et demi d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse. On a parlé tout à l'heure de la durée d'incubation qui peut être assez longue, qui peut aller jusqu'à 1 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période d'incubation et après cette période d'incubation, on a deux catégories d'animaux. Des animaux qui vont présenter des nodules, donc ça c'est la vache qui est représentée avec les cercles verts, et puis des animaux qui vont être infectés, contaminants, mais qui ne vont pas présenter de nodules. Dans tous les cas, l'insecte qui va piquer ces deux catégories de bovins va pouvoir
se contaminer en virus et aller contaminer un autre bovin. Je vous ai expliqué tout à l'heure quelles était un petit peu la catégorisation de la maladie au niveau européen. Cette catégorisation de la maladie au niveau européen, elle impose une certaine stratégie. Alors, je fais une petite pause dans ma présentation parce que je n'ai plus la possibilité d'avancer les diapos. Je ne sais pas, Aude, si toi, tu as possibilité de prendre la main. Alors, sur le diaporama en tant que tel, je vais le repartager. S'il y a un blocage, c'est pas un souci. Je te laisse le retirer de la présentation et moi, je vais le partager tout de suite. On a la diapo 4. J'ai l'impression que quelqu'un a pris la main sur la présentation, mais c'est pas. On va. Bah, Je vais le repartager. Ça permet de oui. faire une pause. Là, c'est toi qui prends la main, Aude, c'est ça? Là, normalement, je viens de le mettre. Voilà, ok, très bien. Bien, parfait. Voilà. Donc, je vais reprendre à la diapo. On n'était pas ouais. si loin, on était ici. Voilà. Après, on était sur les modalités de la stratégie, donc ça doit être celle d'après ou encore d'après. Ici. Donc là, c'était le schéma qui permettait d'illustrer les différents modes de diffusion. Et donc, on en était à la diapositive suivante sur les modalités de gestion et les différents piliers de la stratégie. Ça doit être celle d'après. Voilà, très bien. Quand on a échangé au début de la présentation sur la catégorisation de la maladie, je vous ai dit c'est des mesures en vue d'une éradication immédiate de la maladie par les États membres. Pourquoi? Parce que le territoire européen est habituellement indemne de cette maladie, qui est une maladie exotique, une maladie tropicale. Et l'objectif, c'est d'éradiquer ce virus sur le territoire européen. Donc, d'où l'engagement de chaque pays à mettre en place des mesures pour éradiquer cette maladie. Le premier pilier, finalement, qu'on oublie souvent d'ailleurs quand on parle de cette maladie, c'est la surveillance quotidienne par les éleveurs des animaux pour détecter précocement un éventuel foyer de DNC. Donc, une surveillance bien sûr rapprochée par les éleveurs et l'appel aux vétérinaires pour la réalisation de prélèvements le cas échéant. Ensuite, il y a le respect des restrictions de mouvement de bovins. Alors, ça ne va pas forcément concerner votre région, mais dans les zones dans lesquelles il y a des foyers qui ont été identifiés, il y a un zonage qui est mis en place, donc on appelle ça des zones réglementées, dans lesquelles les restrictions de bovins sont précisées. Il y a notamment une interdiction de sortir de cette zone réglementée pour aller vers la zone indemne de France et des autres États membres. Et donc, finalement, le premier conseil qui est donné aux éleveurs de ces départements-là, c'est ne bougez pas vos animaux pour éviter un échappement du virus au-delà de la zone réglementée. L'idée, c'est de mettre sous cloche, entre guillemets, une zone géographique pour éviter que le virus ne diffuse. Un autre pilier de la stratégie, qui est un sujet très sensible et très clivant au sein des éleveurs et au sein aussi de la population, on va dire, du public, c'est le dépeuplement total des bovins des foyers, ou plutôt des unités, des lots d'animaux infectés. Vous savez qu'on peut avoir des lots, une gestion par lot d'animaux, avec des animaux qui peuvent être dans des zones géographiques un petit peu éloignées. Quand ces lots d'animaux sont suffisamment éloignés les uns des autres, on n'est pas obligé d'abattre tous les lots d'animaux, on peut abattre seulement le lot atteint. Mais ça reste l'ensemble des bovins du lot qui est abattu. Pourquoi ce dépeuplement total? On y reviendra juste après, mais l'idée c'est de tarir les sources de virus pour éviter que le virus ne se propage dans d'autres cheptels. Et puis enfin, la vaccination autour des foyers qui est priorisée dans un rayon de 50 km autour des foyers, qui peut être étendue, on va y revenir,
au-delà de ces 50 km pour créer un cordon sanitaire, un cordon immunitaire pour contenir la maladie. Et c'est bien, vous le voyez, cet ensemble de mesures qui vont jouer sur des aspects différents de la propagation de la maladie qui peuvent permettre de faire d'une part une barrière étanche et ensuite d'éteindre le feu et d'éradiquer ce virus. Et finalement, si on a une faille dans l'un de ces piliers, eh bien, malheureusement, ça retarde, voire ça limite les chances d'éradication. Aude, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Oui. Au niveau de la situation épidémiologique en France, alors on a une carte qui devient de plus en plus colorée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 113 foyers depuis le premier foyer détecté dans les Savoies le 29 juin dernier. On a certaines zones dans lesquelles des foyers ont été détectés très récemment. C'est les zones qui apparaissent en rouge sur la carte. Autour et dans les 20 km autour. Donc les cercles rouges, les zones rouges qui sont sur la carte, c'est les 20 km autour des foyers qui ont été détectés dans les 45 derniers jours. Vous avez ensuite une zone qui va au-delà de ces cercles rouges, qui est la zone verte, qui est la zone dans les 50 km autour des foyers. Donc cette zone rouge et cette zone verte, ça forme ce qu'on appelle les zones réglementées, la zone de protection en rouge, la zone de surveillance en vert, dans lequel on estime qu'il y a eu des foyers très récemment et que donc il y a peut-être encore une circulation virale. Au bout de 45 jours après le dépeuplement du dernier foyer et lorsque la vaccination a suffisamment été mise en place dans l'ensemble des élevages, ces zones réglementées, là, vert et rouge, peuvent basculer dans ce qu'on appelle une zone vaccinale 2. Donc ça, c'est la plage qui est colorée en bleu clair sur la carte. Donc c'est toute la région autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Savoies, le Rhône et l'Ain. Et donc, dans cette zone, alors elle n'a pas le même statut que le reste de la France, elle n'est pas encore indemne, mais on appelle ça zone vaccinale parce qu'il n'y a plus de foyer actif et il y a eu une immunité collective qui s'est mise en place. Et puis, on a une nouvelle couleur qui est la couleur saumon que vous voyez sur la carte. Et là, on est sur ce qu'on appelle une zone vaccinale 1. C'est une zone dans laquelle il n'y a pas eu de foyer, mais sur lequel on met en place une vaccination, pour le coup, vraiment à titre préventif. On rajoute un cordon sanitaire supplémentaire, finalement, par rapport aux zones réglementées, et dans lequel la vaccination est rendue obligatoire. Donc, vous voyez, il y a la Corse, qui a été vaccinée vraiment à titre préventif parce que la Corse est très proche de la Sardaigne, qui est juste en dessous, et c'est une île dans laquelle il y a eu cet été une forte circulation du virus, et puis une partie de l'Occitanie et du sud de la Nouvelle-Aquitaine pour le reste de cette vaccination préventive qu'on appelle zone vaccinale 1. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors finalement, pourquoi on a mis en place cette extension de la vaccination, ces départements couleur saumon? Alors, on pourrait rajouter sur la carte n'a pas été mise à jour, mais le Tarn et l'Hérault qui viennent de basculer aussi en couleur en zone vaccinale 1, qui vont donc être prochainement également dans cette couleur saumon. En fait, sur l'arc pyrénéen, on a eu des détections de plusieurs foyers dans un temps assez court. Et en fait, ça a souligné, ça a permis de mettre en évidence qu'il y avait une circulation du virus qui était peut-être pas maîtrisée. Donc, l'objectif a été de créer un cordon sanitaire supplémentaire au-delà des zones réglementées pour, bien sûr, protéger les élevages. Donc, d'où l'extension de la vaccination à ces territoires-là, finalement, vous voyez, autour de l'arc pyrénéen. Et en complément, la ministre a également interdit les rassemblements festifs, donc concours, rassemblements jusqu'au 1er janvier 2026. Et pour les centres de rassemblement, le délai de notification des mouvements a été réduit à 24 heures au lieu de 7 jours pour pouvoir avoir une traçabilité en cas de foyer plus rapide. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Sardaigne. On a beaucoup de questions aussi d'éleveurs qui se disent finalement qu'est-ce qui se passe ailleurs et notamment qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe. Donc aujourd'hui, il y a 3 États membres qui sont touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, la France bien sûr, l'Italie et l'Espagne.
En Italie, la Sardaigne a été touchée juste avant les Savoies, quelques jours avant, le 20 juin, et la maladie a circulé en Sardaigne. Donc des mesures identiques à celles qui sont mises en place en France ont pu être déployées, donc l'abattage total, les restrictions de mouvement, la vaccination massive. Il y a eu un foyer qui a été détecté en Italie continentale, en Lombardie, qui a été très vite dépeuplé et qui n'a pas, finalement, le virus n'a pas eu le temps de se propager. Donc à date, la situation semble maîtrisée pour l'Italie, puisque les derniers foyers datent du 27 octobre pour l'Italie. Et puis, l'Espagne également est touchée. Alors l'Espagne a été touchée après la France, puisque le premier foyer a été détecté le 1er octobre. Et depuis, 17 foyers ont été détectés, mais le dernier date du 17 octobre. Donc vous voyez que là également, la situation en Espagne semble également maîtrisée. Donc vous voyez, on a fait le petit tableau qui dresse un petit peu le total pour ces 3 États membres qui sont concernés aujourd'hui. Le virus ne circule dans aucun autre État membre aujourd'hui au moment où on se parle. Donc, j'en profite pour faire passer le message puisqu'il y a beaucoup de désinformation dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'autres pays européens qui sont aujourd'hui touchés par la DNC. Et j'en profite également pour rappeler, indiquer que ce sont exactement les mêmes mesures qui ont été mises en place. Là aussi, il y a eu beaucoup de mauvaises et d'informations erronées qui ont circulé. En Espagne, en Italie, il y a bien eu les mêmes mesures de dépeuplement, d'abattage total des élevages foyers, des vaccinations obligatoires. Voilà, ça me paraissait important de le rappeler. Diapo suivante. Une petite diapositive pour vous rappeler un petit peu les mesures au mouvement. Donc, pour les Hauts-de-France, vous êtes bien évidemment en zone indemne. La question légitime, c'est finalement, est-ce qu'il y a des bovins qui peuvent arriver sur notre territoire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les zones réglementées, donc les cercles verts et rouges, de toute façon, les mouvements sont interdits en dehors de leur zone réglementée. Les mouvements ne sont pas permis en zone indemne, il n'y a pas de dérogation. Pour les zones, donc la zone bleu clair, qui est la zone vaccinale 2, dans laquelle les animaux ont été vaccinés depuis très longtemps, enfin bien plusieurs semaines, qui ont un taux de vaccination proche de 100%, ceux-là peuvent aller en zone indemne, en montrant bien sûr l'attestation de vaccination, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, et bien sûr avec un examen clinique favorable par un vétérinaire avant cette sortie de zone. Voilà. Pour l'instant, pour les départements qui sont en saumon, la zone vaccinale 1, ceux-là n'ont pas encore été vaccinés de façon massive, puisque la vaccination commence juste à se déployer pour ces zones saumon. Donc pour ces éleveurs-là, il faudra attendre qu'ils aient vraiment la quasi-totalité des bovins vaccinés avant de pouvoir bouger des animaux vers la zone indemne. Voilà. Au niveau des autres États membres, depuis la zone vaccinale, donc finalement cette zone bleu clair, pour l'instant c'est la seule qui peut faire envoyer des animaux vers la zone indemne, que ce soit la zone indemne France ou d'autres États membres. L'Italie accepte les animaux vaccinés depuis cette zone bleu clair, avec toutefois des conditions additionnelles. Elle demande des tests PCR sur 100 sur un certain nombre d'animaux. Voilà, c'est l'accord avec l'Italie, donc a été consolidé, a été signé. Pour l'Espagne, pour le moment, on est dans l'attente d'un accord aussi pour qu'ils puissent accepter les animaux vaccinés, mais pour l'instant, il n'est pas finalisé. Voilà, je cite l'Italie et l'Espagne puisque c'est les 2 États membres avec lesquels les éleveurs français échangent le plus d'animaux. Et puis pour les pays tiers, donc on appelle ça l'export. Là, ça dépend des pays. Vous savez, pour chaque pays tiers, en fait, il y a des certificats qui sont négociés et qui précisent un certain nombre de points sur les différentes maladies. Donc là, il y a une variabilité selon les pays tiers concernés. Voilà, de façon un petit peu générale, les conditions de mouvement. Alors, 2 dernières diapos pour répondre à des questions qui sont très fréquemment soulevées par les éleveurs. Pourquoi finalement on a pu observer des élevages foyers dans des élevages vaccinés?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute injection de vaccin, que ce soit une poule, une vache, un chien, un homme, le vaccin n'est pas efficace le jour de l'injection. Il faut le temps que le système immunitaire de l'animal produise des anticorps pour éliminer le virus si l'animal est en contact avec ce virus-là. Pour ce vaccin-là et cette maladie, il faut 21 jours pour que l'animal soit capable de se défendre, que son système immunitaire soit capable de se défendre. On en a parlé tout à l'heure, il y a une très longue durée d'incubation de la maladie qui peut aller jusqu'à 28 jours. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si l'animal est contaminé juste avant la vaccination ou entre l'injection de la vaccination et sa protection autour de 21 jours, ben, il peut toutefois développer la maladie jusqu'à 28 jours après. Ce qui fait qu'on peut observer, dans certains cas, mais qui sont quand même assez rares, hein, je vous rassure, des élevages foyers dans des élevages qui ont été vaccinés depuis plus d'1 mois. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça c'est valable quel que soit le vaccin, on peut toujours avoir de façon individuelle un problème technique, un animal agité qui ne va pas recevoir toute la dose, ou un animal qui va avoir un système immunitaire qui ne va pas être suffisamment performant pour produire suffisamment d'anticorps. On appelle ça des défauts de réponse individuels. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aucun vaccin n'est efficace chez 100% des individus. Ça, c'est valable quel que soit le vaccin. Par contre, on a un vaccin qui est très efficace et qui, si on raisonne au niveau collectif, si on vaccine tous les élevages d'une zone, on a une protection qui se met en place et une propagation du virus qui est stoppée à partir du moment où on a 75% d'animaux vaccinés. Je m'excuse, Christelle, je dois te couper un instant. Il faut que j'arrête le partage et que je relance. Ok. Eh ben, ça me Voilà. permet de boire un petit peu d'eau. Voilà, voilà, juste parce que j'ai énormément de monde en salle d'attente et j'ai beaucoup de personnes à faire rentrer, donc je change mon mode de partage. Ça marche. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc c'est vrai que cette question, j'en profite, cette question autour de la vaccination dans des élevages foyers, elle a notamment été soulevée suite au foyer dans le département du Doubs. Alors ce qu'il faut savoir dans ce foyer quand même, c'est que finalement la détection des nodules ou la déclaration des nodules a été tardive. C'est-à-dire que on a effectivement enregistré le foyer 35 jours après l'injection du vaccin, mais probablement que les nodules étaient présents depuis un certain jour. Donc voilà, il faut aussi avoir en tête que le délai entre le moment où les nodules apparaissent et le moment où l'éleveur appelle son vétérinaire peut être très impactant sur la détection des foyers et la mise en place des mesures de gestion. Diapo suivante. Alors, on arrive sur le sujet du dépeuplement. C'est vrai que c'est légitime de se poser la question, finalement, de se dire pourquoi on n'abat pas simplement les animaux malades. D'autant plus que donc ça s'appelle de l'abattage sélectif, d'autant plus qu'on peut le faire finalement pour d'autres maladies. Par exemple, pour la tuberculose bovine, dans certaines conditions, on peut faire de l'abattage sélectif. Ce qu'il faut avoir en tête, et je l'ai illustré avec l'iceberg, c'est que finalement, les bovins malades, donc notamment avec les nodules, c'est le sommet émergé de l'iceberg. Un lot d'animaux, ce sont des animaux qui ne vont pas être tous au même stade par rapport à la maladie. On peut avoir des animaux en période d'incubation qui vont déclarer les nodules quelques jours après. On peut avoir des animaux qui vont être contaminants, infectés, mais qui ne vont pas du tout présenter de nodules ou en présenter quelques-uns qui ne vont pas forcément être facilement détectables par l'éleveur. Et puis des animaux qui ne vont pas s'être infectés. Donc on a toute cette catégorie d'animaux au sein d'un même lot d'animaux. Et les animaux qui sont infectés asymptomatiques, on appelle ça des contaminants silencieux parce qu'en fait, on ne voit pas de nodules, on ne voit pas d'animaux malades et pour autant, ils sont responsables de la diffusion de la maladie au même titre que les bovins qui sont malades, qui présentent des nodules. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, on n'a qu'à utiliser des tests, faire des prises de sang pour identifier quels sont les animaux infectants et quels sont les animaux qui ne sont pas infectés. Malheureusement aujourd'hui, pour cette maladie,
peut-être que ça évoluera dans les prochains mois, les prochaines années. On n'a pas de test qui nous permet de distinguer ces différentes catégories d'animaux. Quand on fait une prise de sang, on peut soit regarder le taux d'anticorps, soit essayer de détecter le virus par une méthode qu'on appelle PCR. Quand on regarde le taux d'anticorps, malheureusement, on peut doser les anticorps qu'il y a dans la prise de sang, mais on ne peut pas distinguer les anticorps, par exemple, qui seraient liés au virus sauvage de ceux liés à une éventuelle vaccination. D'autant plus que ce test sérologique est très peu sensible. De la même façon, quand on fait un test PCR, on va regarder on va essayer de détecter le virus dans le sang. Malheureusement, on peut aussi passer à côté, puisque malheureusement, la virémie, donc cette présence du virus dans le sang, elle est assez faible, donc des fois non détectable par les outils dont on dispose, et surtout, elle est fluctuante. Donc, on peut passer à côté d'un animal infecté par ces tests-là. D'où les mesures de dépeuplement total des animaux du lot dans lesquels on a détecté un ou plusieurs bovins infectés. L'objectif, c'est bien de tarir les sources de virus pour protéger les élevages voisins et de le faire le plus tôt possible avant que les élevages voisins ne soient contaminés à leur tour. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un foyer sans mesure de gestion, il y a 95% de chances que tous les élevages dans un rayon de moins de 5 km soient également atteints. Voilà, d'où les mesures de dépeuplement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces mesures, elles répondent à l'objectif d'éradication, qui est un objectif, entre guillemets, ambitieux. Et donc, ces mesures-là, qui sont très contraignantes pour les éleveurs, ne sont appliquées que parce collectivement, on estime que l'objectif d'éradication est atteignable et que le nombre de foyers est limité. Bien évidemment, dans les pays où la maladie est très présente, si on fait de l'abattage total, on détruit l'ensemble, la quasi-totalité des bovins d'un pays. Donc, ça n'est pas envisagé et envisageable. Quand on a un nombre limité de foyers, et quand, encore une fois, l'objectif collectif, c'est d'éradiquer la maladie, c'est une mesure qui, malheureusement, est relativement efficace pour protéger les élevages voisins. Diapo suivante, mais c'était peut-être la dernière diapo. Voilà. Merci Christelle pour ton intervention. Alors, je vais faire entrer, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont dans la salle d'attente. Voilà. Alors, donc la présentation est terminée. Nous avons, alors ce n'était pas prévu au départ, mais nous avons en fait en plus une personne qui va nous rejoindre. Alors je vous demande de patienter juste quelques minutes. Nous avons un élu des Savoies qui doit nous rejoindre. Donc c'est Hervé Gariou et nous lui avons demandé en complément de bien vouloir témoigner de lui ce qu'il a vécu. Donc Hervé, je ne vois pas encore bien si vous êtes arrivé. Je ne pense pas encore. Dans l'attente de son arrivée, ce que je vous propose, c'est que l'on commence à reprendre les différentes questions qui ont été proposées dans le chat. Et puis comme ça, Christelle, si tu peux compléter du coup sur ces différentes questions qui ont été posées. Alors, je reprends un petit peu parce qu'on a eu un petit peu quelques personnes qui étaient ennuyées avec le son au début. Voilà. Alors, j'ai une première question de Léa Ménigo, donc qui nous dit bonjour. Quelle proportion d'animaux présentent des séquelles graves suite à la maladie? Est-ce que les animaux contaminés peuvent ensuite se rétablir ou alors c'est forcément à séquelles fortes ou morts? Alors, en fait, la proportion d'animaux qui vont exprimer des signes cliniques, donc les nodules et ensuite les séquelles, c'est ce que je présentais un petit peu en début, c'est assez variable, ça peut aller jusqu'à 45%. Là encore, c'est vrai qu'on
c'est les chiffres que je vous annonce, hein, encore une fois, c'est les retours d'expérience des autres pays et dans lesquels les situations sont toutes un petit peu différentes. Mais en tout cas, on peut avoir jusqu'à 40% des animaux d'un lot qui présentent des nodules, qui peuvent présenter des séquelles, mais encore une fois, les séquelles, elles peuvent être très variables. Ça peut aller du cuir endommagé jusqu'à des animaux qui vont avoir des gros troubles de la reproduction ou qui vont vivoter, enfin qui vont plus produire vraiment de lait ou qui vont plus prendre du poids ou enfin voilà des conséquences sur leur production. La deuxième partie de la question c'était rappelle-moi Aude. Alors, je reprends parce qu'entre-temps, notre intervenant est arrivé. Donc, juste, je me remets sur la question. Donc, la deuxième question, c'était est-ce que les animaux contaminés peuvent ensuite se rétablir Ah ou voilà. alors c'est forcément à séquelles fortes ou mort? Alors non, ils vont pas tous mourir. Il y a des animaux qui vont survivre, comme pour toute maladie, hein. Il y a des animaux qui vont mourir, d'autres qui vont survivre. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, la mortalité, c'est un peu le sommet émergé de l'iceberg, hein. Il y a un peu toutes les catégories, tous les types d'évolutions qui sont décrites. Donc, certaines vont se rétablir au sens où elles vont pas mourir, mais elles vont garder quand même un état général qui sera pas vraiment compatible avec une production bovine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, notre intervenant est bien présent, donc je vais lui laisser la parole et nous reprendrons ensuite les questions. Donc, Hervé, je vous laisse activer vous-même votre micro, vous le pouvez maintenant. Euh, L'objectif, bah, c'est que vous témoigniez un peu de votre vécu dans les Savoies après tout ce qui s'est passé cet été. D'accord. Bon, bonjour à tous. Donc, Hervé Gariou, je suis éleveur dans le long pays savoyard, donc pas touché par la maladie cet été, en limite de ZP, président de GDS des Savoies et président de GDS Sorin. Donc, pour tout vous dire, on pensait avoir connu le summum de la maladie cet été avec, avec courage, hein, chez nous quand même. Solidarité, gros collectif. En fait, on a pris ça comme une grande baffe dans la gueule les derniers jours de juin. Et en fait, du coup, finalement, on n'a pas trop eu le temps de réfléchir. Donc, chacun a assez rapidement trouvé sa place. Avec du coup deux clusters sur Entrelacs, mais je pense que vous avez suivi quand même un peu l'actualité. Et sur Faverges, un déplacement compliqué sur Autlus, mais avec une maîtrise derrière des choses. Et donc le foyer s'est éteint, on n'a pas eu de recontamination. Et en fait, bah, quelques cas sporadiques entre le gros foyer d'Entrelacs et le gros foyer de Faverges. Et après, un départ dans l'Ain par Chindrieux, par le bout du lac du Bourget, pour ceux qui connaissent un peu, sur des animaux non vaccinés. Et après, avec des cas dans l'Ain plus sporadiques, mais quand même un cas sur un groupement pastoral au Grand Colombier, avec des éleveurs des Savoies qui étaient là-haut. Et des cas découverts plus tardivement, quoi. Donc avec circulation. Euh, on n'est pas bien ces jours parce que l'emballement médiatique et la nationalisation de la peur, sans rationalisation, on va dire, voilà, les éleveurs touchés sont très sollicités, hein, nous aussi, mais j'ai un peu peur pour mes éleveurs parce que en fait, ils avaient repeuplé le 22 octobre, c'était pour nous un grand moment, ils faisaient le deuil de cet terrible épisode de cet été avec leurs animaux. Pour eux, tout était rentré difficilement, mais rentré dans l'ordre. Donc, et puis là, en fait, avec cet emballement médiatique, c'est un peu ça remonte à la surface, quoi. Ils ont voulu témoigner beaucoup dans la presse, hein, un peu tout le monde pour expliquer, voilà, essayer de rétablir la vérité scientifique, hein.
Et du coup, là, j'essaye de leur dire de ralentir un peu parce que ça les brasse beaucoup, quoi. Je pense que le plus gros effet, hein, il y avait beaucoup de médias en début de semaine, mais là, mais après, sur les contaminations, et c'est ce qui est terrible, c'est que c'est avant tout, mais Christelle a dû vous le dire, une maladie vectorielle. Et du coup, en fait, nous, on a pris vraiment un empilement de facteurs de risque sur la deuxième quinzaine de juin, c'est-à-dire forte chaleur, système très pâturant, beaucoup de mouvements de transhumance et beaucoup de mouvements tout court dans nos départements. Et du coup, ces choses-là, elles s'ajoutent et elles font que la maladie, cliniquement, sort beaucoup plus et sort beaucoup plus vite. Après, on a fait beaucoup de visio, notamment le jour du 14 juillet, pour établir une stratégie où on allait quand même vacciner sur les foyers. On a pris le risque à Faverges. On est passé en plein pendant la durée d'incubation, donc ça nous a pété à la gueule en parlant poliment, parce qu'en fait, ils avaient pour beaucoup contracté la maladie avant la vaccination, et la vaccination a fait sortir la maladie. Enfin, sous une dizaine de jours, c'est le taf qu'il faut, c'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup de réactions vaccinales à 10 jours sur les animaux qui n'étaient pas touchés, donc c'était des réactions vaccinales, mais pour les gens qui étaient en cours d'incubation, c'est sorti aussi à 10 jours. Alors que pour l'entrelac, la maladie avait déjà fait son œuvre, et ceux qu'on a vaccinés, c'est beaucoup des gens qui avaient fait le choix de tout laisser à l'intérieur, les laitières et tout, et de rien rebouger dans les génisses, et ceux-là, on est arrivé à les sauver. Euh, Après, ce qui me choque le plus dans le déroulement, c'est que normalement, vectoriellement, ça doit quand même se calmer un peu, alors que la peur augmente, quoi. Alors, voilà, c'est particulier sur la déclaration de la maladie. On entend beaucoup de pour, de contre, enfin de fausses infos. C'est la pire des solutions. Enfin, par rapport à ce qui s'est passé chez nous, c'est que chez nous, malgré on a eu des blocages, hein, pas forcément sympas à certains moments, mais les éleveurs ont toujours déclaré la maladie. Donc voilà. Je pense que c'est un des devoirs des éleveurs, et je pense que là aujourd'hui, ça interroge beaucoup sur la responsabilité de chacun, sur les devoirs de chacun. Alors certes, on a des droits, hein, on a tous des droits, mais on a un peu aussi quelques devoirs. C'est celui peut-être un peu de protéger son prochain et de voir si on est encore capable de faire du collectif, mais surtout du sanitaire collectif, quoi. Parce que nous, j'entends hein, dans le sud-ouest, mais je suis désolé, on a abattu 1700 animaux sur les Savoies, on est encore en tête du classement, malheureusement, ou heureusement. Je, je, c'est 0,6% du cheptel, mais moi j'ai fait des premières réunions d'éleveurs, notamment entre lacs, où j'avais pas les infos sur la vaccination. C'est quand même compliqué d'expliquer aux éleveurs, bah, soit ils vont y passer, soit pour ceux qui croient, ils font brûler un cierge. Et après, la vaccination est arrivée, mais on sait ce qu'on doit à la vaccination. Mais sur sur le triptyque, enfin, on a reçu Chris Declercq et on voit vraiment des âneries sans nom, hein. Hier, j'ai regardé un peu le forum de BFM. Après, je suis allé me coucher parce que c'est pas possible. Quand t'entends un sénateur raconter des âneries pareilles, quel droit de réponse on a, quoi. Là, bah voilà, on va toucher quelques personnes, mais euh, il expliquait clairement qu'il n'y avait pas eu d'abattage totaux dans les Balkans. Alors, je pense qu'on a passé 100 000 bovins. Vaccinés, c'est bien. L'Albanie a vacciné à 65%. Ils se l'ont repris l'année d'après. Euh, donc, il y a énormément de conneries qui circulent, et la triptyque, elle n'a pas été mise en place pour abattre des bovins ou pour faire plaisir à des gens qui voulaient plus que les animaux bougent. Il y a vraiment une réalité de complémentarité, hein. C'est ce que j'ai redit à la presse et que je redis à beaucoup de monde, hein. C'est pas de la farine, des œufs et du lait, hein. C'est quelque chose qui va de pair, qui se calibre, qui s'anticipe. Et si vous, parce que là, en fait, voilà, la vaccination, super, on va vacciner, puis mais il faut tout vacciner, il faut quand même arrêter de bouger. Et la première année, en théorie, ce qui marche bien, c'est quand même d'abattre les foyers infectés. Après, si on peut plus, mais on prend un risque énorme sur l'année prochaine. On est quand même dans les Pyrénées. Enfin,
il fait très chaud. Voilà, moi, enfin, chez nous, ça rebrasse beaucoup par rapport à ça. On veut revacciner. Les gens ont très très peur. On a cette catégorie d'animaux qu'on a protégés sous immunité colostral où ça va être fini. Et on a une telle pression médiatique de la société, des éleveurs en règle générale, que c'est très difficile d'avoir le recul nécessaire pour se projeter calmement. Et bon, j'espère enfin, je pense que Christelle me dira pas l'inverse. C'est quand même dur d'avoir réponse à tout sous 24 heures, alors que un des premiers piliers qu'il faudrait faire très très rapidement, et on l'a fait chez nous à certains moments, ça a été plus compliqué à d'autres, c'est quand même d'enlever ces unités qui distribuent la maladie au vecteur, quoi. Et ça, bah, je pense que là, on est passé quand même à une autre étape et qu'on est très regardé et que c'est, voilà, je pensais qu'on avait fait le plus dur. Déjà à Cournon, on n'avait plus de ministre, tout le monde se félicitait, nous félicitait, et puis voilà, on est rentré, ça a éclaté les clous. Alors, moi, j'ai dit quand c'est reparti qu'on était qu'à la mi-temps du match. Je sais même pas si on a déjà fait une mi-temps. Je me pose des questions. Après, l'hiver arrivant, mais ça va être pire parce que le vecteur va moins faire son boulot. Il va passer un peu en souterrain, hein, comme nous dit De Clercq, mais voilà, les Pyrénées, c'est pas des pays très très froids. Je pense qu'on a changé de vecteur. Nous, on était beaucoup sur des tabanidés. Là, je pense qu'on est plus sur du Stomox et du coup, ça pique moins fort, mais ça fait le boulot de la maladie quand même. Du coup, on peut se retrouver avec des durées d'incubation qui vont au bout du bout, avec peu de cliniques parce que voilà, les animaux sont à l'intérieur, il fait moins chaud. Mais malgré tout, le plus dur, ça va être de ne pas garder un fond de cuve de cette saloperie. Et ça, je sais pas si tout le monde a compris les enjeux de ça, quoi. Voilà, bah, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire au départ. Après, il y a toute la partie indemnisation dont on peut parler, mais on peut peut-être échanger un peu entre nous, en parler dans un deuxième temps. Je ne sais pas s'il faut rétablir la vérité sur tout ce qui se raconte ou je ne sais pas comment vous voulez procéder. Ouais, Hervé, c'est Valérie. Bon, tu peux en parler un peu, mais les gens, en fait, comme il y a énormément de monde, les gens n'ont pas leur micro possible d'activer, donc ils peuvent écrire que les questions dans le chat, en fait. D'accord, ok. Mais tu peux dire quelques mots sur ce sujet, je te remercie. Bah, les indemnisations, en fait, vu le nombre de foyers, la DDPP a lâché prise au niveau de l'instruction des dossiers. Donc nous, GDS, on avait nommé des experts qui, au départ, étaient comme dans l'ancien temps, j'ai envie de dire, ils expertisaient les animaux avec leur valeur génétique, leur état général, la gestation ou pas, et puis basta, quoi. Sauf que là, en fait, l'État nous expliquait qu'il fallait aller au bout avec les experts. Donc, en fait, là, c'est la Chambre d'agriculture qui a pris le job avec des experts du GDS, des experts des races. Et en fait, les experts, donc les éleveurs, ont mené les dossiers jusqu'au bout. Donc là, on en a déjà quelques-uns de terminés. Donc, tous les éleveurs ont touché deux acomptes, un de 2100 et un de 1200. Donc, il reste pas grand-chose en termes de valeur et il reste la perte d'exploitation. Après, ils nous ont payé une partie de la génétique, voire toute, si on arrivait à la justifier. Donc nous, on est beaucoup en laitier, donc il y avait ça, justifier les états de gestation. Donc ça, tout le travail il a été fait. Après, pardon, l'État paye avec du retard. Donc on a les deux banques principales chez nous qui nous ont accompagnés vraiment sur les éleveurs qui ont été abattus. Ils ont fait des enveloppes conséquentes. Ça a été présenté, bah, que Christelle est descendue notamment une fois chez nous sur des taux zéro pour permettre de faire le lien trésorerie, parce qu'en fait, les gens sont aussi remboursés sur du hors-taxe. Donc, il y a toute la partie désinfection, désinsectisation, rachat des animaux.
Et donc les banques ont porté en intermédiaire de l'État, donc ils ont pu racheter assez vite. Et après, nous, on avait fait beaucoup de réunions de repeuplement avec Copex et les éleveurs, on en a fait deux ou trois. Et en fait, la Franche-Comté, ils nous ont descendu des potrailleurs, des couloirs de contention avec Lionel, on a bossé au tout départ et tout, ça a été une aventure humaine bien. Et puis en fait, ils nous ont tellement aidés qu'ils ont monté la maladie. Donc, enfin, faut plaisanter un peu de temps en temps dans ces choses-là parce que du coup, derrière, on avait fléché énormément d'animaux Copex qui étaient bloqués pour l'exportation, beaucoup de génisses, et ils devaient garder les génisses et plutôt nous vendre des vaches pour limiter le travail de repeuplement, parce que voilà, il y a toute la partie, enfin voilà, dressage, adaptation des animaux, et c'est un peu plus facile quand même sur des animaux adultes que sur des primipares. Et du coup, derrière, ça a explosé avec eux. Et du coup, on est arrivé à repeupler, même en abondance, parce qu'on a quelques troupeaux qui ont arrêté. Donc, il nous manquait une vingtaine d'abondances. En Montbéliard, on a tout ce qu'il faut. Et on a repeuplé avec des animaux vaccinés, Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain, quoi. C'est-à-dire tous les animaux qui étaient dans la ZR dans la première, quoi. C'est là que le réseau sanitaire peut se féliciter, parce que je l'ai dit à notre AG, c'est qu'en fait, on a eu très peu de renoncement par des animaux malades, quoi. D'autres maladies, quoi. Donc on a fait du bon boulot, hein. C'est valable pour tout le territoire sur les réseaux, mais on a eu très peu, un petit peu de néosporose et une vache en Besnou, je crois. Mais globalement, du coup, on a pu faire les opérations assez vite dès l'instant où on est rentré en zone vaccinale. Et là, les gens ont tous leurs animaux, quoi, à 90%, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Non, mais c'était un témoignage très intéressant et on est toujours preneur, voilà, de retours d'expérience, de personnes qui ont vécu cette crise de plein fouet l'été dernier. Et ça permet aussi aux uns aux autres un petit peu de comprendre ce qui s'est passé par les personnes qui étaient vraiment dans le jus, si je puis dire. Pour poursuivre, je vais me permettre de reprendre les questions dans le chat parce qu'il y en a un certain nombre afin que l'on puisse y répondre. Donc je poursuis du coup, on n'en a repris qu'une pour le moment. La suivante, donc c'est Laura Després qui nous demande si en Espagne ils ont dépeuplé aussi. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Dans tous les États membres, c'est les mêmes mesures de gestion. Donc, dépeuplement total des foyers, vaccination obligatoire. Donc oui. D'accord. La question suivante, comment expliquez-vous que l'Italie et l'Espagne sont parvenus à éradiquer la maladie et pas la France? Alors, il faut juste un tout petit peu être prudent. Pour l'instant, la situation est stabilisée en Italie et en Espagne, donc ils sont, on va dire, sur la bonne voie. Dire qu'ils ont éradiqué, c'est un petit peu précoce, même si, bien sûr, on le souhaite. Aujourd'hui, par contre, effectivement, la situation n'est pas stabilisée, en tout cas sur la partie Pyrénées. Pourquoi? C'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas les mêmes flux probablement de mouvements en France qu'en Espagne, sur cette zone-là, sur la Catalogne, pas notamment. Euh, je pense qu'en Espagne, ils ont surtout des structures en fait d'engraissement et moins de mouvements intra-régional. Hervé l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de mouvements en France, c'est culturel, historique, des mouvements sur des petites distances pour les estives, des mouvements plutôt commerciaux sur des grandes distances. Et clairement aujourd'hui, notre talon d'Achille, dans la stratégie que je vous ai présentée, c'est la gestion des mouvements, que ce soit des mouvements, encore une fois, qui ont été faits de bonne foi parce que la durée d'incubation est longue et qu'on peut détecter tardivement les foyers ou des mouvements illicites, il y a les deux. Dans tous les cas, je pense que voilà, il y a plus de flux de mouvements en tout cas qui font que c'est peut-être un petit peu plus compliqué en France. Très bien, merci Christelle. Hervé, Ouais, n'hésite pas à ouais, à ouais, compléter. non, en fait, je me refais le film, donc le cas du Rhône, c'était 18 septembre,
Et Écleux, c'est juste en rentrant de Cournon, ça doit être le 10 ou le 11. Donc nous, on a éradiqué pendant 23 jours au maximum, je crois. On a éradiqué 14 jours entre le dernier foyer de la Savoie et Chindrieux et après un jour. Et en fait, on remettait les compteurs à chaque fois à zéro. Donc ça, pour les gens qui ont été touchés, c'est terrible. Et tout le mal qu'on souhaite à l'Espagne, c'est d'aller au bout comme ça. Mais faut aller aussi voir en Espagne ce qu'ils ont abattu les 15 premiers jours. En fait, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont abattu énormément les 15 premiers jours. Ils ont fait le choix de vacciner à 70 km, si je dis pas de bêtises, Christelle. Et après, sur le foyer Italie Métropole, bah, l'avantage, c'est qu'ils l'ont identifié. Le seul que nous, on a réellement identifié, c'est les veaux d'écleux qui sont descendus à Neuville, qui ont créé la Z5, je crois, de tête. Donc là, ben, on a tout de suite trouvé. Mais sinon, bah, sur les autres foyers, on n'est pas arrivé à l'identifier. Donc, enfin, la clé, elle est un peu là, sur certains. C'est qu'en fait, entre la durée d'incubation, 5% des animaux qui expriment les nodules quand ça veut pas rigoler, vous avez ces animaux qui cliniquement présentent pas grand-chose et juste avant la mise en place d'un APMS, par exemple, c'est ce qui a pu se passer chez nous la dernière semaine de juin. Enfin, nous, on a monté des animaux en alpage le 17 et le 12 juin, je crois, de l'exploitation de chez Pierre-Jean, 52 à Plan-Pichu, c'est le plus gros groupement pastoral en Savoie, 850 animaux. Il y avait des abcès, donc ils sont montés tout de suite la DDPP le lendemain. Ben, on n'a pas beaucoup dormi de la nuit tous, parce qu'elle faisait un bond de 250 km. Mais tout s'est avéré négatif. On a aussi un gars entre lacs qui voulait vendre des génisprettes dans le Jura. Ils ne se sont pas mis d'accord sur le prix. C'était vraiment ça 2 jours avant la PMS, dernière semaine de juin, et les animaux, ils ont tous été euthanasiés. Donc en fait, à certains moments, bah, vous avez un peu de chance, et puis à d'autres, vous en avez pas du tout, quoi. Et en fait, c'est ce qui est vraiment très dur à expliquer à tout le monde, c'est cette espèce de sournoiserie, c'est ce côté anarchique de la maladie qui est insupportable pour nous Français qui aiment vraiment on aime vraiment avoir raison vite et sans trop forcer. Et là, on est vraiment tombé sur un os, parce que des explications sur l'arrivée en Savoie, on a quelques pistes, mais moi maintenant je dis que c'est le combat d'hier parce que elle est là, donc il faut qu'on la gère, mais au-delà de ça, si on n'a pas vraiment de chance, enfin, on sait qu'il y a des animaux qui ont été transportés dans des camions de location ou dans des camions frigo. Et du coup, si vous avez de la chance et que en fait c'est pas un animal malade et que il n'est pas en train d'incuber, donc vous pouvez avoir de la chance, mais malheureusement, à certains moments, vous en avez pas et c'est comme ça qu'on recrée une zone, quoi. Et valablement vacciné, je dis ça pour le sud-ouest, valablement vacciné, 95%, 75-80% des animaux sur 95% des élevages, plus les limitations de mouvement. On voit partout, il faut demander la vaccination partout, il faut généraliser la vaccination. Alors déjà, il faudra avoir les vaccins, après, il faudra les faire, après, il faudra attendre assez longtemps pour être protégé au niveau de l'immunité collective. Donc c'est un os, enfin, c'est quelque chose de lourd. Voilà. Merci Hervé. Je poursuis au niveau des questions. Donc, il nous avait été demandé aussi si la viande est consommable et dans ce cas, pourquoi l'euthanasie? Alors, c'est pas une maladie qui est transmissible à l'homme par l'alimentation. Donc, même si on abattait, même si un animal qui rentrait dans la chaîne alimentaire, on ne tomberait pas malade. Pour autant, vous savez qu'à l'abattoir, il y a des inspections anté-mortem et puis inspection de carcasse. Pour autant, en cas de foyer, il y a une euthanasie des animaux et donc les animaux ne sont pas envoyés à l'abattoir pour éviter en fait une risque de diffusion du virus. Donc pour l'instant,
peut-être que ça évoluera, hein. La réglementation impose effectivement un abattage sur site. Donc les animaux sont euthanasiés. Je crois qu'il y avait une question aussi là-dessus. Je parle sous contrôle d'Hervé, mais ils sont désinsectisés. Ensuite, ils sont mis dans des camions d'équarrissage et les camions sont bâchés. Donc, il n'y a pas de contact entre les insectes et le virus à ce moment-là. D'une part, ce sont des insectes qui ne sont pas attirés par les cadavres, hein. C'est des insectes qui se nourrissent de sang frais d'animaux, donc les cadavres, ça ne va pas les intéresser. D'autre part, les cadavres sont tout de suite aspergés de produits répulsifs, des insectisants, etc. Et troisième étape de sécurisation, les cadavres sont bâchés avant d'être transportés sur les lieux d'équarrissage. D'accord. Merci, Christelle. Ben, en fait, je pense que les éléments que tu viens d'apporter répondent à une autre question. Oui, j'ai vu qu'il y C'était avait... bonjour, voilà, quel protocole est mis en place pour les bêtes euthanasiées? Donc, je pense que ça y répond également. Très bien, merci. Je prends la question suivante. Quel est l'impact de la vaccination? Quelle réaction? Avortement, baisse de lait, 3 petits points. Comment faites-vous la distinction entre le vaccin et le virus sauvage? Typiquement, ce qui s'est passé dans le Doubs. Mhm. Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. J'ai expliqué pourquoi on n'arrivait pas à distinguer en faisant un test sur 100 les différentes catégories d'animaux. Quand on fait un prélèvement de nodules, on a par contre cette chance d'avoir un test qui s'appelle PCR-DIVA qui permet de savoir si le nodule en question, c'est lié au virus qu'on appelle virus sauvage ou si c'est une réaction secondaire liée à la vaccination. Donc là, on a un test qui permet de distinguer la souche sauvage de la souche vaccinale. Et c'est ce qui a été fait dans le cas du Doubs. Dans le cas du Doubs, il y a bien eu cette expertise qui a été menée, qui a permis de confirmer que même si le cheptel était vacciné, c'était bien la souche sauvage qui était détectée. Donc c'est pour ça que ce foyer a été abattu. Après, sur les réactions secondaires, donc c'est un vaccin qu'on appelle vivant atténué. Donc effectivement, ça secoue les animaux. On a un petit peu plus d'effets secondaires qu'un vaccin, on va dire, classique. Mais on est prêt à accepter les effets secondaires par rapport à la situation, on va dire. On a aujourd'hui, alors là, je vais vraiment parler sous le contrôle d'Hervé, mais 5 à 10% des animaux qui peuvent présenter des effets secondaires, qui sont principalement, comme pour tout vaccin, de la fièvre. Et là, dans le cas particulier de ce vaccin, on peut avoir des effets secondaires qui miment la maladie, c'est-à-dire des petits nodules, parfois à distance du site d'injection, qui peuvent ressembler d'ailleurs à de la DNC, et qui en général apparaissent 7 jours après l'injection du vaccin. Par contre, à ma connaissance, on n'a pas eu de cas graves d'effets secondaires, comme on peut parfois le craindre, hein. Il n'y a pas eu de mortalité. À ma connaissance, il y a eu très peu d'avortements. Voilà. Hervé, tu Ouais, complètes. ouais. Hein, Non, non, ça fait pas avorter. Par contre, on n'est pas. Je pense qu'on est plus près de 15-20, mais c'est dû au rendement de la vaccination, hein. Enfin, on s'est rendu compte. En fait, c'est comme c'est un vaccin vivant, il faudrait faire de la sous-cutanée stricte. Et en fait, on a vacciné avec des perches, souvent dans les bétaillères, ou même au cornadis, ça allait très très vite. Et en fait, je pense qu'il y a une partie des réactions qui sont plutôt des abcès à l'endroit d'injection, qui sont liées au fait que c'était pas de la sous-cutanée stricte, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de produit qui est parti Mm. dans les muscles et que du coup, ça fait ces espèces de tumeurs. Après, sur mimer la maladie, putain, rien que moi, dans ma commune, j'en ai eu 3. Enfin, on a eu très très peur, mais en fait, on l'a eu tout de suite, la PCR d'IVA qui différencie, heureusement, quoi. On l'a eu la première semaine, donc quand on a eu vacciné, on a été tout de suite capable de différencier le virus. Et c'est là que je suis moitié fou, parce que hier au soir, au forum BFM, et puis encore ce matin, en fait, il y a un éleveur qui parle en disant de toute façon, ils sont incapables de différencier le vaccin de la maladie. Moi, je vaccinerai jamais, ils vont abattre tous les troupeaux et tout, mais enfin, on l'a depuis le départ, cette différenciation. Et sur le cas du Doubs, enfin, je ne vais pas parler sous le contrôle de Lionel, mais quand même, le plus dur, on en a parlé cet été, mais ça allait plus vite. Le plus dur, c'est quand vous allez vacciner un endroit comme ça.
c'est pas certain que vous trouviez la maladie, quoi. Je veux dire, si vous avez quelques nodules discrets qui sont souvent vers les mamelles ou vers l'entrecuisse et tout, et que vous vaccinez comme ça parce qu'il faut vacciner vite parce qu'il y a du rendement, vous vaccinez au cornadis par devant et tout, et si vous êtes en début et que vous avez une vache ou deux qui sont en train de sortir la maladie, c'est pas simple pour les vétérinaires de la trouver. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est on a vacciné, enfin, on a vacciné alors que les animaux étaient en train de tomber malades. Mais ça, dans les Savoies, ce qui s'est passé dans le Doubs, ça nous est arrivé. Et ça a été plus ou moins bien appréhendé par la DGL cet été. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai le discours de Chris Leclerc et j'ai expliqué ça. Pardon. Excusez-moi, je suis désolé. Donc j'ai expliqué ça sur un éleveur qui a été le dernier blocage en Haute-Savoie. Il a bien compris, mais en fait, on a été un peu catégorique sur la durée d'incubation. Et en fait, il y a quand même une certaine latitude. Et je pense qu'elle va être encore pire en fin de période vectorielle parce que vous avez moins d'effets puissance du vecteur, nombre de piqûres et tout. Et du coup, le travail se fait quand même, mais et quand vous croisez la vaccination, enfin dans les Balkans, ils ont abattu encore quelques animaux, quelques foyers la deuxième année, quoi. Et en fait, ça, c'est personne veut l'entendre, quoi. C'est très compliqué, hein. Enfin, nous, on l'a bien compris dans les Savoies, hein. Clairement, à Faverges, moi j'ai un administrateur, on a un conseil d'administration le vendredi. Voilà, on avait fait un super boulot, il était super content, là, André Pernet, là, vous l'avez peut-être vu dans les médias, et putain, le samedi matin, on s'est dit, oh, il va chier malade. Et puis en fait, ils ont euthanasié le jeudi d'après, il y avait 20% du troupeau qui avait pris la maladie, quoi. Donc la vaccination, elle a plutôt accéléré la sortie du virus sauvage. Et bon, ça fait partie du côté pas très mathématique de la maladie, où en fait, on veut toujours tout sortir. Et voilà, moi, ils me l'ont dit, les experts, quand ils sont venus début juillet. Moi, ils m'ont planté quand même un peu mon rêve, hein, parce que au bout de 2 heures et demie de discussion, donc il était accompagné de son collègue allemand, là, mais je lui dis, mais enfin, vous préférez gérer de la fièvre afteuse ou de la DNC? Il nous l'a redit un autre âgé, et ils ont souri, ils ont dit, non, mais on préfère beaucoup gérer de la fièvre afteuse, parce qu'il y a beaucoup plus de mathématiques, en fait. On n'a pas toute cette partie d'incertitude qui est difficilement compréhensible et difficile à expliquer. Il faut mettre des réserves, donc voilà, c'est tout cet enjeu-là qu'on a à partager au maximum par de l'information pour bien comprendre que sur cette maladie-là, il vaut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins. Et si j'ai bien compris les événements des derniers jours, on s'engage quand même à en faire un petit peu moins, comme j'ai compris, hein. Et je suis pas sûr que ça marche. Ouais. Merci Hervé. Je poursuis au niveau des questions parce que l'heure tourne et voilà, il y en a encore un certain nombre. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'on essaie d'y répondre à toutes. La suivante, c'est bonjour. Est-ce que les animaux qui viennent d'Espagne traversent les zones réglementées dans les Pyrénées sans contrainte ou non? Alors, ils peuvent traverser, mais sans s'arrêter. D'accord, très bien. La question suivante, avez-vous pu identifier très clairement les facteurs de diffusion des nouveaux cas dans le Jura et dans le Sud? Alors là, il y a plusieurs questions. Est-ce bien lié à des déplacements d'animaux issus de zones réglementées? On parle peu, voire pas du tout de la diffusion du virus via des mouches transportées dans des véhicules. Y a-t-il des risques liés à cela? Veux-tu que je te relise les questions, Non, Christelle? non, mais en fait, on va avoir du mal à répondre à ces questions dans le sens où il y a un certain nombre de foyers dont on ne connaît pas précisément l'origine de l'introduction. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on a une diffusion sur des longues distances, c'est l'activité humaine. Alors, ça peut être
un transport d'un bovin infecté. C'est quand même plutôt très riche en virus. On peut éventuellement imaginer qu'on ait une bétaillère mal nettoyée avec du virus qui puisse se déplacer. Euh, on peut également imaginer, c'est pas impossible d'avoir effectivement un stomox ou un tank qui est embarqué dans un véhicule et il a piqué juste avant un bovin infecté. Alors, la limite, c'est que sur les pièces buccales de ces vecteurs, le virus reste peu de temps, hein, il reste quelques heures en vie. Donc, faut vraiment quand même qu'il y ait une séquence très précise de choses. C'est pas impossible, mais voilà. Donc après, oui, l'activité humaine, en tout cas, et les mouvements au sens large, hein, encore une fois, c'est un facteur favorisant l'apparition des nouveaux foyers. D'accord. Merci, Christelle. Je continue. La question suivante, c'est comment obtenir la liste des lieux d'incinération des bêtes euthanasiées? Ben ça, on le sait pas, quoi. Bah, C'est en fait, la question serait pertinente, mais étant donné qu'on a dit qu'il n'y avait pas de risque sur les cadavres, du fait des modalités enfin, déjà du fait que les insectes ne sont pas tirés par les cadavres, ceux-là, ceux qui transmettent la maladie, et qu'il y a un certain nombre de mesures de précaution autour des cadavres, finalement, oui, Mm. des camions ont pu sortir des zones réglementées avec des cadavres bâchés, désinsectisés, qui n'attirent pas les insectes. Donc, voilà, si c'était le sens de la question, je pense on y a répondu avec ces éléments-là de compréhension. D'accord. Merci. La question suivante, est-ce qu'il faudra prévoir un rappel de vaccin d'ici quelques mois? Comment la suite est-elle envisagée pour les zones ayant déjà reçu le vaccin? Alors, c'est des questions qui sont effectivement en ce moment sur la table pour voir si on envisage un rappel au printemps, notamment pour les animaux qui ont été vaccinés cet été, donc par exemple les Savoies, typiquement, pour justement garder une protection et faire un rappel vaccinal, puisque le vaccin est efficace environ 1 an. Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment aujourd'hui en cours d'arbitrage du côté du ministère de l'Agriculture. Les acteurs locaux dont Hervé font partie sont plutôt très favorables à pouvoir effectuer un rappel sur ces zones déjà vaccinées parce que, comme l'a expliqué Hervé, bah, il y a des naissances, il peut y avoir maintenant des mouvements dans ces zones-là et que voilà, le risque, c'est de garder un petit pool d'animaux finalement naïfs et qu'il y ait une reprise de l'épidémie au printemps-été, quand les vecteurs seront de nouveau très nombreux et très actifs. Donc voilà, il y a ces questions-là qui sont en cours d'arbitrage du côté du ministère de l'Agriculture. Très bien, Pour les zones merci. déjà vaccinées, hein, pour les zones déjà vaccinées. Ouais, c'était bien la question posée de toute façon. D'accord. Très bien. La question suivante, comment le virus peut-il passer l'hiver? D'après ce que j'ai vu, le virus ne reste pas longtemps dans les pièces buccales, mais il reste dans les insectes. Sous quelle forme? Point d'interrogation. Alors, dans l'épisode des Balkans, donc il y a eu un épisode dans les années entre 2015 et 2018. Ce qu'ils ont observé, c'est qu'effectivement, il y avait des reprises de nouveaux cas au printemps. Dans les Balkans, ils ont identifié deux choses pouvant expliquer que ce virus ait traversé l'hiver. D'une part, ils pensent, hein, il y a une hypothèse qui dit que le virus pourrait être gardé au chaud dans des tiques. Sauf que nous, en France hexagonale, on n'a pas les tiques qui peuvent transmettre la maladie ne sont pas présents en France. On a plutôt des stomox et des tans. Et là, effectivement, le virus reste que quelques heures sur les pièces buccales. Par contre, donc, bon, point d'interrogation pour les tiques. Par contre, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que s'il reste un petit noyau d'animaux euh, qui peuvent diffuser la maladie, on va dire, à bas bruit. Pourquoi à bas bruit? Ben parce que comme l'hiver, il y a moins d'insectes et qu'il faut une certaine phase d'amplification, on peut éventuellement passer à côté de ces foyers, surtout s'il y a une détection tardive, et que finalement, ça s'emballe au printemps avec la reprise d'activité des insectes, etc. Donc ça, c'est possible, c'est le risque qui est identifié, hein, et c'est la crainte que l'on a. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour un virus de passer l'hiver.
Ouais, Très bien. c'est exactement la conclusion de Chris Allager, c'est qu'en fait, on peut pas tellement compter sur l'hiver pour se débarrasser de la maladie parce que il rejoint ce que Christelle disait, les stomox et tout, que ça reste un peu dans les étables et ils ont eu ce problème-là. En Albanie, ils n'avaient pas assez vacciné et puis aussi en Grèce, je crois que c'est reparti. Mm. La deuxième année, début avril, ils ont eu le dernier cas le 9 novembre et je me remets ces diaporamas. Et c'est ça, et en plus, voilà, si nous on regarde les hivers qu'on avait, là c'était 2015-2016, ça fait 10 ans, et on peut se dire que je pense que l'hiver, on a encore repris 1 degré, hein, même chez nous, et du coup, de l'arrêt vectoriel, on n'a pas beaucoup. Alors, c'est vrai que ça va, mais quand on connaît la maladie, voilà, moi j'ai des gros doutes sur le fait qu'on puisse s'en sortir. Sur cette fin d'année, quoi. Voilà. Moi, quand je vois les gens qui appellent à pas déclarer la maladie, en plus, euh, je me dis, ça va quand même être compliqué de tout miser sur la chance, mais bon. Parce que la ceinture vaccinale, elle va marcher que si on vaccine 100% des animaux, quasiment, hein. Alors, on peut se dire, ouais, mais t'es complètement parano, quoi. Sauf qu'à un jour, quand elle est sortie des Savoies, un jour, le cas qu'il y a eu des Saint-Génis, là, c'était des animaux pas vaccinés, hein. Je peux vous dire que chez nous, on est à 15 ou 16 jours du dernier cas. Les bêtes pas vaccinées à un jour, elles ont juste coûté allez, 2 millions d'euros à l'économie agricole, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, hein. Mm. Donc, je sais pas. Un hiver très froid, peut-être. Je reprends la suite des questions du coup. Merci pour votre intervention. Bonjour, une vaccination obligatoire élargie à tout le territoire français est-elle envisageable? Alors, ben, Hervé y a partiellement répondu tout à Oui. l'heure. Aujourd'hui, il y a plusieurs limites. C'est vrai que enfin, de prime abord, c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on vaccine pas en préventif, et puis finalement, on se poserait pas toutes ces questions. Donc, du fait de la maladie, de sa catégorisation, c'est une vaccination qui est très encadrée. Encore une fois, l'objectif, il faut vraiment toujours l'avoir en tête dans nos réflexions, c'est l'éradication. Si demain, on vaccine on souhaite vacciner la totalité du territoire. Alors déjà, il y a quelque chose de très logistique, hein, un défi logistique, c'est qu'il faudrait, on estime à environ une année, si on souhaite vacciner l'ensemble des bovins du territoire, le temps d'avoir les doses de vaccin, le temps de les livrer dans les cabinets vétérinaires, d'approvisionner les cabinets vétérinaires, le temps que la vaccination soit déployée. Vous le savez, il y a encore des zones où on a des éleveurs réfractaires à la vaccination. Voilà, donc, et il faudrait, pour qu'elle fonctionne, qu'il y ait, comme l'a dit Hervé, quasiment 100% des bovins vaccinés. Donc c'est la première limite, hein, un défi déjà logistique. Après, il y a une contrainte commerciale, clairement, puisque à partir du moment où on vaccine dans un territoire, ce territoire perd le statut indemne. Donc ça voudrait dire que la France entière n'est plus indemne, avec toutes les contraintes d'envoi d'animaux, même valablement vaccinés. On voit que c'est quand même une usine à gaz, hein, d'envoyer des animaux vaccinés, même en Italie. Et le dernier argument, c'est un argument pour le coup sanitaire, c'est-à-dire que si on vaccine, mais qu'on n'est pas à 100% de vaccination, si on est allé à 50% de vaccination, ben en fait, ça va faire un écran de fumée énorme où on n'aura plus de visibilité très précise de la situation épidémiologique. Donc, pour moi, c'est vraiment un ressenti personnel, mais je pense que si on en arrive à déployer la vaccination sur l'ensemble du territoire, ce sera un aveu d'échec collectif. Ça voudra dire qu'on n'a pas su gérer la maladie, on n'a pas su gérer notre zonage et qu'on est obligé de vacciner toute la France pendant plusieurs années. Donc, peut-être qu'on y sera obligé si effectivement on n'arrive pas à contenir la maladie.
peut-être qu'on sera obligé d'en passer par là, mais ce sera vraiment pas une mince affaire et il y aura, à mon sens, des conséquences assez lourdes pour la filière. Et puis on a aussi l'actualité sanitaire qui fait que, enfin hier, avant-hier, j'ai vu Guillaume Fayol à Humotest. En Algérie, c'est très compliqué. En Inde, en Tunisie, moi j'ai vu des articles d'Algérie Tunisie. Donc en fait, ça va rajouter de la spéculation sur les stocks et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont. Enfin, on avait déjà le responsable du laboratoire dans l'Allier là qui nous expliquait qu'en fait les problèmes de FCO ils étaient liés au fait qu'ils avaient rebalancé des chaînes sur la fièvre afteuse parce que c'était au moment où c'était sorti en Allemagne. Et là, on peut avoir aussi le problème que beaucoup de pays puissent redemander un stock de sécurité, quoi, en plus de. Donc, je ne sais pas si ça pourrait pas encore compliquer nos plans d'approvisionnement. Mm. Parce que là, en fait, la maladie, on parle beaucoup de la France, mais enfin, je sais pas, Christelle complétera, mais comme j'ai compris, il y a quand même. Enfin, elle nous avait déjà envoyé des messages comme quoi, bon, dans le Maghreb, ça avait peu tendance à repartir très très fort à l'automne dernier. Et là, moi, des derniers éléments que j'ai eus, il y a quand même pas mal de pays où en fait, c'est très très compliqué, quoi. Et Mm. ces gens-là, depuis le départ, ils la gèrent surtout en vaccinant. Mais qu'en vaccinant, quoi. Alors moi, j'aimerais bien que les gens qui sont bon, c'est pas facile, hein, moi je suis éleveur, donc je veux dire, mais qu'on ait aussi des éléments d'autres pays qui ont choisi des stratégies proches de celles qu'on est quasiment en train de choisir et pour montrer les limites de faire les choses à moitié, quoi, parce que il y a beaucoup de pays hein, qui l'ont, qui vaccinent un peu, qui s'arrêtent, et puis ça repart, et puis ils revaccinent, et Ouais. ils ont qui la traînent depuis 10 15 ans, quoi. Enfin, c'est aussi de faire la part des choses entre taper un peu plus fort au départ, voilà, voilà, mettre les mains dans les poches, serrer les coudes, expliquer, avoir un peu de solidarité, ou dire non, non, mais c'est trop dur, et puis que dans 5 ans, on soit encore après gérer un problème comme ça, quoi. Et effectivement, pour aller dans le sens d'Hervé, c'est qu'il y a des pays déjà qui mettent du temps à détecter la maladie et quand ils commencent à s'apercevoir de la maladie a déjà diffusé très très largement. Et donc là, effectivement, bah, ils peuvent pas mettre en place des mesures d'abattage total, donc ils mettent en place de la vaccination avec le taux d'adhésion bah, qu'on connaît et qui n'est pas forcément proche de 100%. Donc ils vivotent avec la maladie, avec de la vaccination tous les ans. Avec des taux de vaccination qui permettent pas réellement de maîtriser la situation, en fait. Et effectivement, il y a des flambées sur quelques années quand vraiment le virus reprend le dessus, puis ils arrivent un petit peu à calmer le jeu, et puis après ça repart. Et oui, oui, c'est aussi par des raisons de détection et de coût hein, que les mesures de stratégie que nous, on met en place ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que s'agissant d'une maladie à éradication immédiate, l'Europe donne des financements aussi hein, aux États membres. Et donc, les autres pays en dehors de l'Union européenne n'ont pas ces financements-là et donc ne mettent pas aussi toujours la main à la poche pour aller vers l'éradication. Aude, ton micro, il est désactivé. Je ne sais pas si tu nous poses des questions. Oui, ça y est, oui, excusez-moi. Je reprends donc question suivante, du coup, vu l'heure. Euh, Question sur les agréments des laboratoires. Il y a une ouverture pour les agréments de détection de la maladie avec la possibilité d'un seul laboratoire sur Hauts-de-France, Grand Est et Île-de-France. Est-ce que vous pensez qu'une candidature d'un laboratoire en Hauts-de-France serait pertinente au regard de la géographie de la maladie ou plus proche du Grand Est? Bah, s'il y a des laboratoires et qu'on peut gagner du temps sur des analyses et dès lors qu'il y a une suspicion, c'est que positif, hein. Après, là, pour le coup, c'est plutôt une réflexion, je pense, des acteurs de ces régions.
ça peut être que positif d'avoir un laboratoire proche, capable de réaliser les analyses. Mm. On gagne du temps, quoi. Oui, tout à fait. Je passe à la question suivante, du coup. Je suppose qu'une enquête épidémiologique est pratiquée après la découverte d'un nouveau cas. Comment est-elle pratiquée? Euh, alors, elle est pratiquée par les services vétérinaires, par les DDPP, de deux façons. Une enquête épidémiologique, on va dire administrative. En fait, on va regarder les entrées et les sorties qu'il y a eu dans l'élevage foyer. Donc déjà pour regarder, pour prévenir éventuellement des élevages qui auraient pu recevoir des animaux avant déclaration du foyer. Donc ça, c'est ce que j'appelle une enquête épidémio un peu administrative, où on regarde selon la traçabilité des mouvements, ce qui a été fait, ce qui est entré, sorti, etc. Et puis après, il y a une enquête qui est réalisée dans les élevages avec des échanges, des interviews, en tout cas avec les éleveurs concernés et les voisins. On peut aussi avoir des visites vétérinaires dans les élevages voisins du foyer, ce qui a été fait par exemple tout récemment dans le cas du foyer du Doubs, pour aller vérifier que les élevages voisins n'ont pas d'animaux malades, ne présentent pas de nodules, éventuellement qu'il y ait des prélèvements qui soient réalisés. Donc voilà, deux types d'analyse épidémio finalement. Très bien. Merci. Question suivante. Est-ce que le virus est stable ou peut-il muter? Il est globalement très stable. Si bien qu'on ne peut pas vraiment utiliser le séquençage génétique pour arriver à comprendre un peu la temporalité des contaminations. Quand un virus évolue vite, finalement, de ce qu'on appelle de le génotyper, enfin vraiment de le séquencer, ça nous permet de comprendre un peu qui a contaminé qui. Là, aujourd'hui, on sait juste que c'est le même virus qui circule en Espagne, en Italie, en France, mais donc il est stable, ce qui est une bonne chose par rapport à notre vaccination, que la vaccination est efficace. Mais par contre, voilà, le fait de cette stabilité du virus, ben, elle ne nous apprend pas des choses en termes d'épidémiologie et de temporalité de contamination. C'est une vieille maladie, en fait. Ça nous change. C'est une vieille Très maladie bien. médicale. Ouais. Ah, C'est déjà une bonne chose que le virus ne mute pas. Question suivante. Y a-t-il des dépistages prévus en équarrissage? Et il est précisé entre parenthèses, surtout avec les dernières directives de la coordination rurale de cacher les cas suspects. Alors, il y a des prélèvements qui ont pu être faits à l'équarrissage, mais c'est pas habituel. Globalement, non, il n'y a pas de surveillance à l'équarrissage. Il y a une surveillance à l'abattoir, mais il n'y a pas de surveillance à l'équarrissage. D'accord. Ils l'ont fait dans le Doubs, hein, c'est ça, Christelle, hein? Ça, c'est pour ça que je disais, voilà, de façon exceptionnelle, il y a eu Ouais, des prélèvements, mais c'était pas pour confirmer un foyer, c'était plutôt pour voir l'étendue, la ouais. contamination, du fait que voilà, il y avait des interrogations. Ça a confirmé ces prélèvements qu'effectivement le virus était largement présent dans le cheptel et qu'il n'était pas un bovin malade. Mais globalement, non, il n'y a pas de surveillance à l'équarrissage. Très bien. Question suivante. Pourquoi les Et animaux euthanasiés? Ah, pardon, pardon. ouais, Ah, Christelle, non, non, à l'abattoir, par contre, dans les abattoirs, il y a de la sensibilisation, parce que comme on l'a chopé à Cuiseau, Oui, 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 bah, il y a eu ouais, effectivement un ouais, foyer qui ouais, a été découvert grâce à la surveillance qui est réalisée à l'abattoir. Donc ça participe pour le coup au dispositif de surveillance, même si bah, c'est une détection tardive hein, quand on ah détecte oui, un oui, ouais, mais abattoir. Mais mm, ça a permis de détecter effectivement ouais. un foyer depuis le début. Ouais. Et là, c'est national. Enfin, maintenant, c'est, Oui, oui, tout à fait. ouais, ouais, d'accord. Mm. très bien. Je poursuis dans les questions. Alors, pourquoi les animaux euthanasiés ne restent pas dans les zones contaminées? Pourquoi donc c'est encore la question autour des camions d'équarrissage, je Mhm. pense, c'est ça? Oui, oui, je pense, Euh, oui. Ben, parce qu'à un moment donné, il y a des capacités de saturation des sites d'équarrissage et qu'il est nécessaire par moment que ces camions sortent de la zone réglementée, avec encore une fois, pas du tout d'inquiétude sur ce transport-là, du fait de toutes les mesures qui sont mises en place
et de toute façon de l'absence d'attractivité des cadavres par les insectes qui transmettent l'ADN-C. Vous savez qu'il y a plein de mouches différentes, hein. Vraiment, stomoxtan ne vont pas aller piquer des cadavres. Donc, pas de... Enfin, concentrons-nous sur autre chose. Vraiment, il y a beaucoup d'autres... D'accord. Euh, Question suivante. Dans les régions indemnes, les analyses sont-elles envisagées dans le cadre des mouvements de bovins et des exportations? Non, pas à ma connaissance, non. Je poursuis la question qui suit. Donc, c'est bonjour. Nous avons de moins en moins des insecticides performants. Pouvons-nous envisager d'avoir des produits performants contre ces insectes pour limiter les risques dans les bâtiments et s'attaquer aux problèmes en parallèle? Alors, il y a des nouvelles molécules, hein, qui sont mises sur le marché régulièrement. Toujours est-il que ces produits utilisés à grande échelle, vous le savez, hein, ça engendre des résistances. C'est aussi des produits qui ont une forte écotoxicité, hein, notamment pour les pollinisateurs. Et de toute façon, l'efficacité, si on voulait la maintenir, il faudrait renouveler les traitements en permanence pour les animaux. Donc sur les animaux, clairement, c'est pas une méthode de lutte qui est envisagée pour gérer ce type de maladie. Par contre, ça peut être intéressant, notamment dans le cadre de désinsectisation des camions, ou en cas de foyer, on peut utiliser ces produits pour désinsectiser les bâtiments, qui est un vrai vide sanitaire avant d'accueillir de nouveau des animaux. Mais c'est pas ça qui va nous aider à gérer la DNC. Après, on peut aussi progresser sur un certain nombre de mesures, notamment de gestion des effluents. Là, je pense qu'il y a des choses à étudier et à faire pour avoir des recommandations plus pratiques pour les éleveurs, pour gérer ce risque lié aux effluents, parce que c'est attractif pour le coup pour ces insectes, hein, qui viennent y pondre. Donc là, par contre, oui, qu'on puisse raisonner de façon sur une lutte intégrée vis-à-vis des insectes, oui, pour diminuer leur densité, hein, on ne l'annulera pas, et pour limiter plutôt les contacts entre les vaches et les insectes. Mais on ne peut pas s'appuyer sur des insecticides raisonnablement pour gérer cette maladie. Très bien. Je reprends. Attends. Oui, alors ici, question suivante. Est-il envisagé de vacciner les très jeunes veaux ou considère-t-on que le colostrum suffit? Alors, les veaux, lorsqu'ils sont nés de mère vaccinée, les vaches sont vaccinées de plus de 21 jours au moment du village. Et si, bien sûr, on s'assure que le veau a bien pris le colostrum, hein, c'est une hypothèse de base, ces veaux ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont protégés par l'immunité transmise par le colostrum, hein. Quand un veau tète le colostrum, il est protégé par les anticorps qui sont présents dans le colostrum. Cette immunité colostrale, elle dure entre 4 et 6 mois. Donc, à partir de cet âge-là, les veaux ne vont plus être protégés, ils n'auront plus d'immunité colostrale, et donc se pose la question de vacciner ces veaux. Donc, c'est d'ailleurs la question qu'on a sur le feu pour les zones qui ont vacciné il y a déjà 4 à 6 mois, parce que les veaux vont avoir cet âge-là en janvier, hein, vont atteindre les 6 mois en janvier, et que du coup, il y a une fenêtre là où ils ne vont plus être protégés. Mais en tout cas, dans le début des premiers mois de vie, voilà, s'il y a une prise de colostrale satisfaisante, on considère qu'ils sont protégés si la mère est vaccinée. Très bien, merci. Je te rassure, Christelle, on arrive au bout des questions, il n'y en a plus beaucoup. Il doit en rester 2 ou 3, je pense. La suivante, c'est la profession accepte de moins en moins l'abattage parce qu'on ne comprend pas la balance bénéfice-risque entre vivre avec ou sans la maladie. On a du mal à imaginer les impacts économiques, de la vie avec le virus. Comme cela est proposé en mesures alternatives par la CR et la Conf. Pourquoi ne communiquez-vous plus sur ce sujet sans devenir des marchands de peur? Bon, je pense qu'avec tout ce qui a été expliqué, les éléments ont déjà été apportés sur cette question. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, Hervé parlait de la Tunisie, c'est vrai que c'est un bon exemple qui est très récent parce que le virus a très fortement circulé à l'automne 2024. Il suffit de regarder la presse tunisienne, hein, la presse agricole, pour voir l'impact économique et en termes de bien-être et de santé des animaux que ça a provoqué.
Le vivre avec, on n'y est pas prêt. On n'est pas prêt. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ce serait que vivre avec la maladie. Donc voilà, il faut vraiment s'intéresser à la presse étrangère là-dessus, même si c'est pas toujours évident de trouver des bonnes sources et des données fiables, mais c'est vrai que quand on regarde la presse agricole, on voit bien la détresse des éleveurs tunisiens du fait de ce passage de DNC et de l'absence de mesures vraiment complètes qui ont été mis en place. Donc on essaie de communiquer sur ces sujets, mais on est peut-être moins entendu que certains autres. Ouais, puis il y a peut-être des choses encore qu'on peut balancer, c'est que l'année dernière, avec la FCO, on était en rupture nationale de Tolfin à INS, enfin limite, limite, limite. Et là, on nous explique quand même cette année qu'il faut vivre avec la DNC. Mais, enfin, je sais pas, on a quand même des codes en termes de diminution d'antibiotiques et d'AINS et de médicaments en règle générale qui, enfin, moi, sur des troupeaux comme on a, si on la laisse passer, France entière, je pense que enfin, on va quand même avoir du mal à soigner les animaux qui vont être touchés, hein. Même si on parle que allez, de 10-15% de morbidité, c'est quand même des animaux qui vont passer par des stades qui vont quand même pas être super sympas. Alors je sais bien qu'il n'y a plus besoin de rentabilité en agriculture, mais à un moment donné, c'est 15% d'animaux qu'il faut soigner avec des produits qui coûtent extrêmement cher. Faut qu'on redescende un peu sur terre quand même. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'éleveurs là, sans doute. L'acharnement thérapeutique sur des animaux de rente, je veux bien, mais faut qu'on soit réaliste, quoi. Je comprends pas tellement où on veut en venir par vivre avec cette maladie, quoi. Quand on voit que des pays qui sont beaucoup dans une agriculture beaucoup plus, on va dire beaucoup plus traditionnelle et vivrière, ont énormément de mal avec cette maladie, bah moi je me projette difficilement dans un schéma comme ça, hein. Après, voilà. Merci pour ces compléments. Je poursuis ici. Nous avons une autre question sur le Salon de l'agriculture de Paris. Qu'en est-il du Salon de l'agriculture de Paris? Le regroupement des bovins n'est-il pas dangereux? Alors, à chaque rassemblement, il y a des conditions sanitaires qui sont exigées pour la participation des bovins. Pour le salon de l'agriculture, pour l'instant, ne peuvent pas venir à Paris les éleveurs qui sont situés dans les zones réglementées, donc c'est les cercles rouges et verts qui étaient sur la carte. Et pour l'instant, les élevages qui sont dans les zones saumon, là, qui viennent juste de commencer la vaccination. Par contre, peuvent venir des bovins de zone indemne, bien sûr, et de la zone vaccinale qui a une immunité collective sous couvert d'une attestation individuelle de vaccination. Donc, c'est très encadré sur la DNC, voilà, vous en doutez. Les choses peuvent encore évoluer, hein. C'est vrai que si on a un débordement de la situation épidémiologique, peut-être qu'il n'y aura pas de vaches au SIA. C'est difficile de le dire aujourd'hui. En tout cas, voilà, les conditions sanitaires d'accès ont été rédigées dans le sens d'une sécurisation, bien évidemment, des animaux qui pourraient venir, hein. Il faut quand même Bien. dire un mot sur Cournon parce que voilà, c'est beaucoup François, le directeur du 63, qui gère les certificats sanitaires. Mais là, cette année, j'étais un peu plus derrière et le temps qu'ils ont mis à se décider pour qu'il n'y ait pas d'animaux à Cournon, mais quand on sait ce qui s'est passé derrière, je trouve j'entends, hein, parce qu'en fait, il y a des enjeux économiques très très forts autour des concours et tout, mais ça devrait faire partie aussi des choses qui devraient rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire que les OS devraient beaucoup plus soutenir le réseau des GDS en disant frappons fort tout de suite, débarrassons-nous de cette saloperie, et après on aura la liberté de faire des concours nationaux, régionaux et tout. Tandis que là, on est après quand même prendre une direction où on va mettre encore à mal le réseau des GDS en disant qu'est-ce qu'on fait
Voilà, enfin, c'est ça, hein, les enjeux. Moi, je vois bien, voilà, si la maladie, elle ressort au printemps l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va encore raconter à Cournon l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, je veux dire, c'est vraiment, tout est lié, hein. Là, on est en train d'expliquer qu'en fait, de toute façon, bah voilà, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Il y a tous ces enjeux-là, il y a tous les enjeux des produits germinaux, des blocages à l'export, de toutes ces contraintes qui s'accumulent et tout. Enfin, si ça doit durer très longtemps, ça va nous handicaper fortement, hein, à tous les niveaux, hein. En effet. Alors, on arrive au bout, là, il me reste une question. Entre-temps, on a eu 2 messages de remerciements pour vos interventions, pour votre patience, pour le temps que vous consacrez. Et on nous dit, j'espère que la bêtise humaine ne vous épuisera pas. J'espère que les médias grand public vous donneront l'occasion de vous exprimer si clairement. Merci encore. Et dernière question, donc faut-il encourager une restriction des mouvements plus qu'elle ne l'est actuellement? Alors, bonne question. La question est bonne. Elle dit, Aujourd'hui, je vais tout. il y a certains départements qui, par exemple, des 2 départements de Normandie, qui ont recommandé à leurs éleveurs de ne pas introduire pour l'instant d'animaux qui viendraient d'un autre département pendant 2 mois. Euh, voilà, pour finalement limiter au maximum les mouvements qui pourraient se réaliser du fait, voilà, de la situation épidémiologique qui fait un petit peu peur. Euh, c'est vrai que moins il y a de mouvements, moins on prend de risques, hein. C'est évident sur une maladie comme celle-là. Euh, c'est difficile à dire. Bon, en tout cas, il y a des périmètres réglementés. Je crois que surtout ce qu'il faut dire, c'est que quand il y a une application rigoureuse de la réglementation, elle suffit à limiter le risque d'échappement. Voilà. Après, on peut toujours prendre des mesures complémentaires. Ça, je vous invite peut-être à en discuter, voilà, avec les GDS de la région, les acteurs départementaux et régionaux. Mais c'est surtout, à mon sens, l'application déjà des mesures en place qui est vraiment très importante. C'est un peu une réponse de Merci. Normand, hein. Désolée, mais Oui, oui, oui. Non, bah, très bien. On a plein de messages là, de remerciements de différentes personnes pour le temps que vous avez consacré, pour les éclaircissements, pour la clarté de vos interventions. Et je vois une dernière question qui est apparue. Euh, Est-ce que ce n'est pas là, alors attendez, oula, il y a des petits messages en plus. Est-ce que ce n'est pas là une mesure dont il faudrait prendre le temps de débattre en CROPSAV? Donc la partie restriction mouvement hors région dont on vient de parler. En effet, donc nous avons des représentants de la DRAF qui, je pense, sont encore connectés. Donc je pense que c'est plutôt une question pour vous qui sera à retenir, sachant qu'en Hauts-de-France, un CROPSAV est programmé le 23 janvier, si je ne me trompe pas sur la date. Donc encore des messages de remerciements. Et puis on est arrivé au bout des questions. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vous dis vraiment un grand merci Christelle et Hervé parce qu'on a eu quand même un paquet de questions, pas toujours simples. Donc vous y avez vraiment répondu à toutes. Donc un grand merci pour cela. Et puis bah, pour clore un petit peu ce webinaire, David Demarcy, qui est le président de la FRGDS Hauts-de-France, voulait prendre la parole. Donc David, si tu es encore connecté avec nous, je te laisse prendre la parole. Ton micro est activable normalement. Merci Aude, j'espère que vous m'entendez. Donc déjà bonjour à tous. Donc je suis éleveur laitier, comme tu l'as dit, donc président de l'AFR depuis un mois, quoi. Déjà remercier le GDS du Pas-de-Calais, Valérie Aude, là, pour l'organisation de cette vidéo, qui au départ était prévue Pas-de-Calais, qui s'est étendue Hauts-de-France et à la demande du préfet de région, ouais, j'ai accepté immédiatement, c'est de l'étendre à l'ensemble des familles du CROPSAV. Donc voilà, il y a un niveau d'information aujourd'hui de tous les membres du CROPSAV et c'est vrai qu'on pourra maintenant peut-être amplifier, on va dire, les discussions sur des éléments solides, peut-être pour prendre des mesures complémentaires dans les semaines ou mois à venir. Et aussi rappeler que voilà, le GDS, on n'est pas le porte-parole du gouvernement, on n'est pas non plus là pour faire l'arbitre entre les syndicats, on est avant tout
voilà, des associations d'éleveurs qui représentons tous les éleveurs, toutes les typologies d'élevage, et puis que notre rôle, c'est d'avoir voilà, une approche collective de la santé animale. Et qu'est-ce qui caractérise notre réseau? Et là, vous en avez la preuve aujourd'hui. Et je tiens justement à remercier Christelle, à remercier Hervé. C'est que vous voyez que le réseau est composé voilà, de gens engagés, de personnes de compétences. Et surtout, voilà, on est là vraiment pour donner de l'information, donner de la bonne information et vous aider comment dire, à prendre les bonnes décisions dans votre élevage. Et surtout, quoi, moi, je tiens surtout à rappeler cette vision collective. Et j'espère et je souhaite que de toute façon, la réponse collective et, j'ai envie de dire, l'intelligence collective aura la peau de cette maladie. Et Hervé, voilà, tu sais qu'on est tout cœur avec les Savoies, on est tout cœur aussi avec l'Occitanie. Et voilà, nous, on souhaite surtout que cette maladie, on n'en parle plus ou le moins possible, et qu'on arrive à l'enrayer. Parce qu'en tant qu'éleveur, c'est toujours dramatique, voilà, d'avoir des animaux à soigner. Voilà, c'est ce qu'on souhaite le moins, c'est d'avoir des animaux à soigner, quoi. Voilà, merci à tous. Une bonne journée. Merci à tous. Merci David, merci à tous.